Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un projet de la fondation OWASP qui concerne les headers HTTP et qui s'appelle OWASP Secure Headers Project avec Dominique Righetto. Bonjour Dominique. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Dominique, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors, je m'appelle Dominique Righetto et pour faire simple, je suis un développeur qui a découvert la sécurité applicative il y a maintenant une petite dizaine d'années et qui s'est passionné pour ça depuis toutes ces années. Alors, on a déjà réalisé un épisode sur l'OWASP, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu veux bien nous rappeler ce qu'est l'OWASP ? Alors, en quelques mots, l'OWASP, c'est une fondation à but non lucratif de loi américaine. Alors, à la base, OWASP, c'est un acronyme qui veut dire Open Worldwide Application Security Project. Avant W, c'était pour Web. Donc, en résumé, c'est une fondation qui a pour but de promouvoir la sécurité dans tout ce qui est développement. À la base, c'était tout ce qui était web. Ça a évolué vers tout ce qui est applications mobiles, automobiles et tout ça. Donc, en gros, c'est une fondation qui promeut en fait la sécurité dans le monde du développement au travers de différents canaux, différents canaux et différents supports, que ce soit de la documentation, des outils et autres. Alors, le projet dont nous allons parler aujourd'hui concerne les headers HTTP. Oui, tu peux dire les en-têtes. Oui, les deux fonctionnent. Une French. Et donc, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors, en fait, le projet OWASP, les en-têtes de sécurité, donc de son nom en anglais OWASP Security Headers, il a pour vocation d'apporter en fait de la documentation et tout un ensemble de matériel vraiment autour des en-têtes de sécurité. Le but en premier, c'est de les faire découvrir et de fournir en fait de la documentation, des explications, des recommandations, et également quelques outils afin de permettre aux personnes qui en ont besoin, donc principalement le monde du développement, savoir qu'ils existent, parce que c'est déjà un point de base, et ensuite comment les utiliser de façon la plus pratique en essayant de trouver rapidement une configuration. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est une en-tête HTTP ? Bien sûr. Une en-tête, c'est une information qui est présente aussi bien dans une requête HTTP que dans une réponse. Dans notre cas ici, pour le projet en question, c'est plus les réponses qui nous intéressent. Donc en fait, c'est une information qui va être envoyée dans le cas d'une réponse qui va être envoyée au navigateur pour lui demander ou lui indiquer de faire quelque chose. En fait, de lui indiquer comment se comporter ou qui va spécifier, par exemple, dans le cas d'un en-tête plus général, exemple, le type de contenu qui est retourné. Dans le cas d'un en-tête de sécurité, ça va soit activer une fonctionnalité de sécurité ou lui expliquer comment il doit traiter la ressource qu'il reçoit. Donc en gros, c'est une indication au navigateur pour un comportement ou pour une information. Et ça permet de sécuriser le navigateur, l'application ou les deux ? Alors, un en-tête de sécurité, il a pour vocation de rendre l'élément qui est exécuté dans le navigateur, dans la plupart du temps, c'est une page web ou un traitement JavaScript, dans le but de sécuriser son exécution, mais plus dans le sens de lui dire comment se comporter et les choses qu'il peut faire ou qu'il ne peut pas faire. Le but étant, la plupart du temps, les en-têtes de sécurité, ont pour finalité c'est une forme de renforcement, c'est-à-dire que ça va permettre de rendre plus compliqué l'exploitation d'une vulnérabilité qui serait déjà présente. Donc ça a vraiment pour but d'aider, en fait, c'est une mesure de renforcement dans le but d'aider à ce que le contenu qui s'exécute dans le navigateur, si jamais il y a quelque chose dans le contenu qui devrait censé faire quelque chose qui n'est pas prévu, que ça ne se produise pas ou que ce soit plus compliqué à réaliser.
Mais il faut que les navigateurs, ils obéissent à ces en-têtes, Tout à fait, tout à fait. C'est une excellente remarque dans la mesure où ça peut dépendre du navigateur. Donc, c'est-à-dire que l'instruction, elle va être générique, c'est-à-dire qu'elle a la même syntaxe, elle va descendre. Mais par contre, après, la façon dont elle va être interprétée, oui, ça dépend du navigateur. Normalement, enfin, il y a toutes des spécifications qui sont écrites, mais la manière dont c'est implémenté et c'est interprété dépend du navigateur. Normalement, les navigateurs les plus courants, donc quand je dis navigateur courant, je fais référence à tout ce qui est basé sur Chrome et Chromium, Firefox, ont des comportements qui sont plus ou moins similaires. Je vais dire, allez, il y a très très peu de différences, hormis quelques subtilités. Après, il peut y avoir des différences sur d'autres navigateurs, mais en tout cas, oui, ça dépend du navigateur. C'est pour ça que quand on implémente certains en-tête de sécurité, c'est toujours important déjà de faire des tests et de regarder un petit peu où est-ce qu'ils sont supportés. Et je rebondis également sur cette remarque pour dire que c'est notamment un des objectifs du projet de fournir cette information et de fournir justement l'information associée qui dit voilà le comportement dans tel navigateur et surtout de dire est-ce qu'il est supporté ou pas dans tel navigateur. Le but en fait c'est vraiment de fournir ce genre d'informations. Oui, parce que les navigateurs sont souvent meilleurs que les applications web en fait de nos jours. Il y a moins de moteurs de rendu HTML que d'applications web. Et donc, tu vas par exemple avoir un WAF ou quelque chose comme ça en frontal sur ton appli qui va mettre à l'entête X-XSS-protection par exemple et qui va dire au navigateur de bloquer les XSS s'il en trouve, quoi. Enfin, les cross-site scripting. Oui, c'est vrai que normalement, sauf si je dis une bêtise, mais de mémoire, enfin en tout cas de ce que j'ai vu, il y a pas mal de navigateurs qui vont vers le moteur de Chromium. Si je dis pas de bêtises, Opera est basé sur Chromium. Brave aussi, je crois que si je dis pas de bêtises, Edge doit avoir aussi un moteur de Chromium. Donc on voit qu'il y a une certaine forme de convergence. Donc c'est vrai que quand on dit une fois que c'est supporté par en tout cas Chromium, on se dit voilà sur ces navigateurs qui ont tendance à utiliser ce moteur-là, ça fonctionnera de plus ou moins de la même façon. Donc c'est vrai que oui, c'est vrai que les navigateurs, c'est une bonne remarque dans la mesure où les navigateurs modernes fournissent de plus en plus de fonctionnalités de sécurité, notamment les headers, et qui peuvent pas mal aider quand on a un petit problème. Et qu'on n'est pas capable de corriger côté application web. Voilà. Très bonne remarque. Mais le WAF n'est pas un risque alors? Parce que le WAF, il peut permettre à un attaquant qui a le contrôle du WAF de changer l'entête. C'est vrai. C'est une bonne remarque. C'est vrai que quelqu'un qui aurait la capacité à modifier ça pourrait le faire. Après, c'est vrai qu'en ces entêtes-là, on peut les mettre à différents niveaux. Enfin, on peut les mettre au niveau d'un WAF ou du serveur web ou de l'application. Donc, c'est vrai que normalement, mais si quelqu'un qui aura accès au WAF pourrait retirer ça. Après, j'aime à dire que quelqu'un qui aura accès au WAF... Mais oui, c'est une blague pour Johan. Oui, parce que j'avais envie de dire si un attaquant a accès au serveur web, c'est encore plus dangereux. Oui, c'est vrai qu'on peut se dire qu'à partir du moment où un attaquant a accès au WAF, il y a quelques petits problèmes qui sont plus importants, je veux dire. Après, tu as effectivement des entêtes qui vont permettre de diminuer la sécurité d'une application web. Par exemple, tu as des entêtes qui vont pouvoir dire, en particulier avec Internet Explorer, d'utiliser l'ancien moteur de rendu pour des raisons de compatibilité ou ce genre de choses. Donc, si tu n'as pas le contrôle du flux HTTPS ou de l'application, mais que tu peux quand même injecter un en-tête d'une manière ou d'une autre, par exemple avec des attaques à base de retour à la ligne, des fois tu peux envoyer quelque chose au serveur qui va te le retourner, et si dedans tu mets un /r /n, en fait ça va apparaître comme sous forme d'entête indépendant dans la réponse. Et dans ces cas-là, et éventuellement dans certains cas, tu peux faire des attaques de downgrade entre guillemets. Donc tu peux introduire des failles de sécurité dans des applis qui n'en avaient pas, quoi. Oui, c'est vrai que au niveau de ces éléments-là, c'est une chose qu'on dit souvent pour le projet, c'est que en fait les headers c'est pas magique, c'est quelque chose qui peut aider dans certains cas, mais c'est pas magique non plus. Ça ne dispense pas une application de faire ce qu'elle peut pour être protégée et également l'application et tous les tiers qui sont impliqués dans un applicatif. Mais c'est vrai que les headers c'est pas quelque chose de magique. Je dis souvent qu'en fait un header, c'est un header de sécurité en fonction de celui qui est utilisé. C'est un compagnon qui peut aider à ce qu'on évite de manger des pizzas un vendredi soir quand le leak de sécurité est arrivé, au moins que ça attende le lundi. Mais voilà, c'est intéressant de le savoir, mais c'est pas magique non plus. Alors, quels sont les différents types de headers de sécurité? Alors, il y en a en fait certains nombres. Je vais prendre ma feuille de triche, comme on dirait. Donc, en fait, si je prends en termes de catégories, il y en a par exemple qui vont dire au navigateur, il s'appelle Strict Transport Security, il va dire au navigateur, voilà,
Une fois que tu as vu, alors normalement il faut l'avoir qu'il est passé au moins une fois, mais il y a des options qui permettent d'indiquer ça en amont. Mais en tout cas, on va prendre le cas, on va dire le plus classique. Ils vont dire au navigateur, voilà, tu as vu ce site-là, tu as accédé par ce site-là en HTTP classique. Bah maintenant, chaque fois que tu viendras vers moi, tu viendras en fait en HTTPS. Donc ça permet en fait à obliger ou que le navigateur se rappelle que chaque fois qu'il va accéder à ce site-là, il devra le faire via un protocole sécurisé. Ça permet en fait de s'assurer que chaque fois qu'il y aura une communication entre le navigateur et le site, ça se fera via un canal sécurisé. Ensuite, il y a un autre header qui s'appelle XFrameOption. Celui-là, il est un peu plus historique et qui permet en fait d'indiquer au navigateur s'il autorise ou pas, si le site autorise ou pas à être embarqué dans une, je sais pas comment on dit, une sous-fenêtre, une frame, à être embarqué. Non, tu peux dire Voilà, frame. dans une frame, si en fait il peut être embarqué dans un autre site, en fait en jouant avec les fenêtres. Ça peut permettre, en fait généralement c'est pour éviter les attaques de type clickjacking. Donc c'est pour essayer de jouer avec les calques et de fausser l'utilisateur. Il pense en fait voir une interface et cliquer sur mettons un bouton et en fait en dessous il y a un autre calque et le vrai bouton est derrière. Ensuite il y a des headers un peu plus spécifiques. Celui que tu viens de mentionner, oui, en fait, est deprecated parce que maintenant, il est intégré dans Content Security Policy. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je disais un peu historique dans le sens où maintenant, il est remplacé par la Content Security Policy qu'on va discuter après, qui elle a vraiment pour but d'apporter toute une flexibilité. Puisque en fait, je rebondis sur ça, possible dans le sens où le XFrameOption, en fait, c'était tout ou rien. En fait, c'était soit je n'autorisais pas, soit j'autorisais le même domaine, mais si, admettons, on avait besoin d'autoriser en fonction de tel et tel domaine par rapport à des partenaires, alors il y avait une instruction qui s'appelait SameOrigin, mais elle n'était pas supportée par ton navigateur, donc c'était pas, on va dire, propre. Donc ça, le fait que ce soit maintenant supporté par un autre header permet en fait une petite granularité. Alors ensuite, on a d'autres headers qui sont un peu plus spécifiques. C'est XPermitted Cross Domain Policy. Ça, c'est plus tout ce qui va concerner les produits Adobe pour leur permettre de faire des requêtes entre les différents sites. Mais ça, c'est vraiment un peu plus spécifique. Ensuite, il y a un autre header qui s'appelle Referrer Policy. Celui-là, en fait, c'est pour dire, voilà, quand tu vas recevoir ma réponse, si à un moment une personne clique sur un lien pour aller vers un autre domaine, ben voilà ce que tu es autorisé ou pas à mettre dans le header de requête référeur qui va être présent dans la requête qui va partir vers l'autre domaine. Donc en fait, on peut lui dire soit en fait tu mets toute l'URL, donc c'est-à-dire l'URL avec les paramètres éventuellement qu'il y aurait par rapport à celle de la page courante. En fait, c'est vraiment pour dire voilà, quand tu vas quitter le domaine courant pour aller vers un autre domaine, voilà ce que tu peux mettre en fait dans le header référeur comme information. Et ça permet en fait soit de restreindre de ne pas en mettre du tout jusqu'à je laisse l'URL telle quelle. Ça permet d'éviter de donner des informations à l'autre site sur d'où on vient et éventuellement ça pourrait causer des problèmes s'il y avait exemple dans l'URL une information pour exemple je pense à un recette de mot de passe dans lequel on cliquait pour sortir du domaine et en fait en cliquant sur ça on donnerait l'information à l'autre site. On rappelle ce qu'est le header référent. Oui, tout à fait. C'est un en-tête en fait de requête qui sert à indiquer en fait d'où on vient. Je sais pas, référent, c'est peut-être pas le bon mot, mais en fait d'où on vient. En fait, qu'est-ce qui a mené au site en question. Genre, admettons, si je suis sur No Limit Sécu et que je clique sur un lien et que je vais, par exemple, sur le site du monde.fr, et ben, par exemple, si je clique sur ce lien, ben, en fait, et que je mets rien, je spécifie pas de policy avec ce header-là, ben, le navigateur va renseigner, en fait, le header référeur en disant, tu viens du monde.fr avec soit l'URL complète. En fait, ça sert aussi à savoir d'où on vient, donc c'est vrai que ça... Non, là, il va dire, tu viens de NoLimitSecu.fr. En fait, oui, tu viens de NoLimitSecu, donc il mettra dans l'URL sur lequel on était dans NoLimitSecu. Le header suivant, ça s'appelle, alors c'est un header que j'aime particulièrement, ça s'appelle Clear Site Data. Alors celui-là, il a un usage assez spécifique. C'est un header qui permet de dire, voilà, quand il est renvoyé, on va lui dire, voilà, quand tu reçois ça, tu nettoies, en fait, tu retires en fait tous les, alors soit les cookies, soit le cache du domaine courant
que tu avais pour le domaine courant. C'est un header un en-tête que j'aime bien parce que c'est un en-tête qui a particulièrement sa place, enfin ça c'est mon idée personnelle, sur tout ce qui est page de déconnexion. Ça permet en fait de dire voilà, tu te déconnectes de mon site, tu fais le ménage. En gros, tu laisses le site en partant comme quand tu es arrivé. Donc on est sûr qu'on laisse pas de cache, qu'on laisse pas de cookies et tout ça. Il s'appelle Clear Site Data. Ensuite, on a le header, le fameux header Content Security Policy. Alors ça, c'est un vaste sujet et très complexe. C'est un en-tête qui permet de définir vraiment comment le navigateur est autorisé à interpréter la ressource qui est renvoyée. Par exemple, si on lui renvoie en fait un contenu HTML avec cette fameuse Content Security Policy, on va lui dire qu'est-ce qu'il peut faire ou pas faire. Genre, est-ce qu'il peut charger une image depuis tel domaine, un script depuis tel domaine ou à quel endroit dans le script. C'est vraiment, en fait, il est très puissant, mais très complexe à mettre en place. En gros, je dis souvent qu'avec ça, on peut casser une application avec ce header-là. Donc, c'est un header un en-tête, qui permet vraiment de sécuriser le contenu qui va être retourné dans son chargement. C'est un en-tête qui a été, si je dis pas de bêtises, qui a été en premier créé pour adresser tout ce qui était problème d'injection JavaScript, sur le petit nom cross-site scripting, et qui permettait en fait, pas de lutter contre leur mise en place, mais au moins de lutter contre leur exploitation. Et c'est vrai que quand on a une Content Security Policy qui est en place, on peut très bien avoir de manière historique un contenu JavaScript qui n'était pas censé être là. Ça l'enlèvera pas, mais par contre, il pourra pas, ou il sera plus compliqué à exploiter, à exécuter. Donc c'est un header extrêmement intéressant, mais très complexe à maîtriser. Ensuite, on a tout un ensemble de headers qui commencent par cross origin. Je vais les faire un par un parce que ceux-là, ils sont très complexes, mais ils sont extrêmement intéressants. Donc, on va commencer par le premier qui s'appelle Cross Origin Resource Policy. Son petit nom, c'est CORP. En fait, c'est un en-tête qui permet de dire si la requête que le site va recevoir est autorisée à lire la ressource par laquelle il est référencé. Je vais prendre un exemple qui est beaucoup plus clair. Admettons, je veux faire un site de phishing pour piéger quelqu'un, de hameçonnage, et je n'ai pas envie de m'embêter à importer toutes les ressources du site que je veux dupliquer, c'est-à-dire par exemple les images. Eh bien, en fait, ce que je peux très bien faire, c'est dire, je vais directement mettre des références vers le site que je veux copier pour directement récupérer ces images plutôt que de les importer sur mon propre domaine. Si le site que je veux copier a ce header Cross Origin Resource Policy de défini avec une certaine politique, automatiquement, je ne pourrai pas charger à distance les ressources parce qu'en fait, le site a indiqué qu'il n'autorise pas de site distant à lire ces ressources. Donc ça peut permettre en fait de restreindre la population au travers de laquelle en fait on autorise les ressources à être chargées. Donc c'est-à-dire par exemple, je pense aux images, aux scripts, des choses comme ça qu'on n'autorise pas les personnes, enfin les autres domaines à charger depuis, c'est-à-dire à mettre l'URL dans leur page et charger depuis notre domaine. Bon, ça n'empêche pas qu'ils peuvent les copier, mais ça peut rendre un peu plus compliqué. Ensuite, on en a un deuxième. Oui, alors cet en-tête a été fait, je crois, pour lutter contre une attaque assez spécifique qui s'appelle les XS Leaks, c'est-à-dire les fuites de données. En gros, le fait que tu puisses mettre en place des canaux cachés basés essentiellement sur du timing via Enfin, tu peux mesurer en fait le chargement de ressources externes. En fait, oui, c'est une très bonne remarque. En fait, c'est une sorte d'attaque. Alors, il y a vraiment des sites dédiés à ça, mais oui, c'est essayer de deviner par rapport à une différence de comportement, que ce soit temps de chargement ou la réponse, quelque chose qu'en fait, c'est pour deviner de l'information par rapport à un site distant. Donc, le but de ce header-là, c'est de couper la capacité à lire la réponse ou en tout cas à couper le canal de descente. Un autre header de la même catégorie, lui, c'est Cross Origin Opener Policy, son petit nom COOP. Donc, lui, en fait, alors, il est un peu plus compliqué. Celui-là, en fait, il a pour but de dire c'est un partage de contexte de navigation. On va prendre le cas, par exemple, on a un site qui, quand tu cliques, il ouvre une pop-up vers un autre domaine. L'idée, en fait, c'est que normalement, quand le site, on va dire le site source ouvre le domaine 1 ouvre une pop-up vers le domaine 2, qui n'ont rien à voir, c'est pas les mêmes domaines. Automatiquement, va y avoir un lien de contexte qui va être partagé. Donc après, le niveau d'information qu'on va avoir, il dépend de ce qu'on avait mis dedans. Mais ça, en fait, ce header-là, il a pour but de dire, quand
quand sur le domaine sur lequel je suis, si je viens ouvrir une pop-up ou une autre fenêtre vers un autre domaine, tu casses le lien en fait, tu crées un contexte de navigation complètement différent. Ça permet en fait d'éviter que le site qu'on va ouvrir puisse potentiellement essayer de récupérer de l'information sur le contexte de navigation sur lequel on a été. Ça permet vraiment d'isoler en fait les contextes de navigation. Ça, notamment ce qu'on entend par contexte de navigation, ça va être les cookies, ça va être pour certains navigateurs, ça peut aller aussi jusque la mémoire. Donc ça peut très bien dire au navigateur, tu crées un nouveau process exactement pour ce site-là, pour vraiment isoler tout ça. Donc ça permet vraiment d'isoler les contextes de navigation. Le fait de créer des nouveaux process aussi, c'est un truc qui permet d'éviter l'exploitation des attaques de canaux cachés dans les processeurs depuis des pages web. Typiquement, si tu es dans le même contexte de processus, tu peux extraire de l'information via les caches du CPU, enfin c'est Spectre, tout à fait, JS, ça va vraiment des trucs être comme ça. Et donc c'est ça l'intérêt de pouvoir d'une page web puisse dire au navigateur de créer un nouveau processus en fait, qui ne va pas partager de contexte avec tout à la fait. page d'origine. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui est marqué sur la page des headers, enfin des entêtes. C'est vraiment pour lutter contre cette. Il faisait référence à Spectre parce que voilà, l'idée c'est vraiment de dire quand je suis dans un nouvel onglet, je ne peux pas remonter jusque la mémoire du process qui m'avait permis d'ouvrir ça. Donc c'est vraiment pour isoler chaque navigation dans la mesure où quand on va vers un autre domaine qu'on contrôle pas, on ne sait pas ce qui se passe dessus, on ne sait pas le code qu'il y a dessus. Donc ça, c'était pour COOP. Alors maintenant, le dernier de la petite famille, c'est Cross Origin Embedder Policy. Donc là, en fait, c'est plus sur le site courant. Celui-là, il s'appelle COEP. En fait, il permet de dire, voilà, je suis sur le site No Limit Sécu, le header COEP est spécifié. C'est pour dire, en fait, voilà, quand tu vas charger le site de No Limit Sécu, là, en fait, tu n'es pas autorisé à charger des ressources qui ne sont pas sur le domaine en question. C'est-à-dire que ça permet, en fait, de faire que ça interdit, en fait, le chargement de ressources par rapport au domaine sur lequel il se situe. Là où le corp permet de protéger en fait la ressource distante. Là, en fait, c'est vraiment pour verrouiller la page courante qui se charge. Donc, en fait, pour bien comprendre la différence, c'est que le CORP va s'appliquer sur la ressource qui est chargée, donc du côté du propriétaire de la ressource, et le COEP, il va s'appliquer du côté du chargeur de la ressource, donc c'est-à-dire le consommateur de la ressource. Donc, c'est vraiment cette différence-là. Alors, je dois reconnaître que ces trois headers-là sont compliqués à comprendre. Je dois relire pas mal de fois l'explication parce que même ce week-end, j'ai dû encore regarder parce que c'est très très compliqué de savoir quel en-tête agit de quel côté et nous de quel côté on se situe de quoi on veut se protéger. Mais en tout cas, voilà, le truc pour bien se repérer, c'est que CORP, c'est du côté du propriétaire de la ressource, celui qui l'expose, et ce COEP, c'est celui qui la charge, donc le consommateur en fait de la ressource. C'est pour en fait verrouiller le consommateur. Et comment est-ce que tu les positionnes, ces différents headers ? Alors, en fait, ça dépend des headers. Alors, généralement, ce que je suggère, parce que, en fait, il faut savoir que le projet, on y va en mode, on prétend pas avoir raison, c'est-à-dire qu'on surveille, on regarde ce qui se fait au niveau des headers, on teste, on se trompe, on teste, on se trompe, on corrige. C'est pour ça que tout ce qu'on fait est ouvert afin que tout le monde puisse en monter si on s'est trompé sur un truc. Donc, comment on les positionne ? C'est-à-dire que moi, généralement, l'approche que je suggère, c'est en fonction de ce qu'ils peuvent casser. Les entêtes qui sont, on va dire, ce que j'appelle génériques et qui ne sont pas propres à l'applicatif, je suggère de les mettre à un environnement commun, c'est-à-dire un serveur web ou un WAF ou autre. Les entêtes qui sont plus propres à une application, je pense notamment à la Content Security Policy ou les cross-origin, se référer à celui qui va bien, c'est de le mettre au niveau de l'application, ou en tout cas de manière à ce qu'il soit vraiment propre à l'application et qui ne risque pas de casser quelque chose. Pourquoi ? Parce que, exemple, la Content Security Policy, sur le même niveau d'un WAF, c'est-à-dire qu'on va mettre une policy qui va s'appliquer à tous les sites que le WAF va servir. Et ça peut très bien ne pas correspondre, parce que ça, c'est vraiment très, très spécifique à une application. Donc, pour répondre à la question, généralement, j'ai les headers les entêtes qui sont génériques, on peut les mettre à un emplacement qui est générique, une porte d'entrée, comme un WAF. Et par contre, les entêtes qui sont plus spécifiques à comment l'application elle est faite et comment elle se comporte, les mettre au plus près de l'application. Donc là, en fonction de là où on se trouve, soit dans l'application elle-même, soit au niveau dans le cas d'une conteneurisation, du système qui sert à la sortie de la conteneurisation. Bon, en tout cas, c'est ce que je suggère. Après, généralement, ça se fait en fonction du contexte. Et c'est ça que je suggère comme point de départ.
Alors, tu n'as pas encore parlé d'un truc qui arrive et qui sont les Permissions Policy. Oh, très bonne remarque, et c'est vrai que ça, c'est un sujet qui est... Alors, en fait, si je ne dis pas de bêtises, le Permission Policy, j'aime bien l'appeler en fait un serpent de mer, parce que si je dis pas de bêtises, en fait, ça fait un bout de temps qu'il est en draft. Et si je ne dis pas de bêtises, normalement, à la base, ça s'appelait Feature Policy. Celui-là, il était supporté par quand même pas mal de navigateurs. Et il y a une décision de splitter, enfin de séparer les deux entre Document Policy et Permission Policy. Et si je dis pas de bêtises, le Permission Policy, d'ailleurs chez nous en fait au niveau du projet, on l'a classifié comme en cours de travail. Donc actuellement on ne le recommande pas, dans la mesure où comme en fait quand on va le site sur Can I Use, il est quasiment pas supporté par quasiment pas beaucoup de navigateurs, sauf si je dis des bêtises. On le recommande pas parce que là c'est encore trop. Mais en tout cas, de ce que j'en ai compris du Permission Policy, c'est vraiment pour définir. En gros, comme les navigateurs modernes proposent pas mal de fonctionnalités, notamment les casques USB, les lecteurs le Bluetooth et tout ça, c'est vraiment ou la géolocalisation, c'est un header un en-tête qui a pour but de dire voilà, l'application. Je te renvoie cette en-tête afin de te dire qu'est-ce qu'elle peut utiliser ou pas. Admettons, elle peut pas utiliser la géolocalisation, donc si admettons quelqu'un avait injecté un code malveillant pour utiliser la géolocalisation, normalement ça fonctionnerait pas. En tout cas, de ce que j'en ai compris, son but c'était vraiment de contrôler, ou en tout cas d'indiquer quelles sont les fonctionnalités étendues du navigateur, ce que j'entends par là c'est géolocalisation, Bluetooth, tout ça, qui permet en fait de dire qu'est-ce qu'elle peut et ne pas faire. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Quelques attaques de cross-site scripting. En fait, la plupart des gens, quand ils font un XSS, ils font un alert 1. Bon, c'est un peu nul. C'est plus intéressant d'aller récupérer le document.domain, par exemple, pour voir dans quel contexte s'exécute le XSS. Mais avec un navigateur moderne, avec un cross-site scripting, tu peux activer la caméra, tu peux activer le micro, tu peux lire une clé USB externe, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est aussi l'idée de dire que d'ajouter un modèle de permission, un petit peu comme, je sais pas, sur iOS ou Android, avec qu'est-ce que peut faire l'appli, quoi. Oui, c'est vrai que malheureusement c'est un header c'est un en-tête qu'on regarde et qu'on monitore, parce qu'en fait dans le projet en fait on a quatre sections. On commence par working draft, c'est quand on voit qu'un en-tête est en cours de travail. Donc en cours de travail avec son support en fait il n'est pas encore vraiment très étendu. Pour le support en fait on se sert du site Can I Use. Il fournit des statistiques sur l'utilisation, c'est très très bien fait, et donc ça nous permet d'avoir une information tout le temps à jour. Ensuite, une fois qu'il est actif et stable, on le passe dans la partie active. Et après, il y a presque déprécié et déprécié. Notamment, je prends un exemple, tout ce qui est Expect City, qui était un header pour tout ce qui était Certificate Transparency, si je ne dis pas de bêtises, parce que là, il faut que je rappelle à mes souvenirs. Comme maintenant, il est déprécié, on l'a passé dans la partie dépréciée. Donc, automatiquement, tous ces headers-là, nous, en fait, on les sont documentés, mais ce qu'il y a, c'est dans la base de recommandation, on ne recommande que ceux qui sont actifs et supportés par, on va dire, une base de navigateur. Quand je dis une base de navigateur, c'est au moins Firefox, tout ce qui est basé sur Chrome, et idéalement Safari. Et qui propose de nouveaux headers ? N'importe qui. Alors c'est vraiment une philosophie du projet, c'est vraiment de dire tout le monde peut proposer quelque chose. D'ailleurs, nous, tout ce qu'on fait est complètement... on essaie d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, de toute façon, tout est sur GitHub. Mais la fondation, en fait, tous les projets sont sur GitHub. Nous, on essaie toutes nos discussions, les échanges, nos fails et tout ça, tout est sur GitHub. On a des projets pour tout ce qui est discussion. Et si quelqu'un voit une erreur ou voit un header, un en-tête extrêmement intéressant, ouvre un ticket ou même une discussion en disant « J'ai trouvé ça, vous en pensez quoi ?» On échange, on discute, on fait des essais, puis après c'est parti. Même chose pour les erreurs. Même chose quand quelqu'un trouve une erreur dans une recommandation, une typo ou autre. On a vraiment, en fait, il n'y a pas de... C'est une chose qui nous tient à cœur, à Ricardo et à moi. C'est vraiment... tout le monde peut participer. Il n'y a pas cette je dois avoir X expérience là. Non. N'importe qui a expérimenté un header ou qui a travaillé un peu ou qui est tombé sur un cas tordu et vraiment peut venir ouvrir un ticket en disant tiens, je suis tombé sur ce cas-là, ça marche pas. Et il y a d'ailleurs des personnes qui ont ouvert des tickets en disant là la CSP que vous proposez, il y a quelques petits bugs. Ok, pas de souci, on fait des tests, tout ça. Et on essaie vraiment de documenter un maximum. Quand on fait des tests, en fait, on documente tout ce qu'on fait, même les choses qu'on se trompe et tout ça. Et on essaie d'être le plus transparent possible puisque
ok, Ricardo et moi, on guide le projet, on y contribue, mais on prétend à aucun moment que ce qu'on marque, ça marche partout, on ne peut pas commettre d'erreur. C'est vraiment cet esprit d'ouverture dans lequel, en fait, on met à disposition des choses qu'on voit, qui est intéressant. À titre personnel, perso-pro, j'applique le principe du manger ma propre nourriture, c'est-à-dire qu'en fait, dans mon activité professionnelle, je suis amené à évaluer des applications web, que ce soit des deux côtés, offensif et défensif. Donc en fait, je recommande ça et je dis aux équipes avec qui je travaille, voilà, si vous voyez une casserole, vous me le dites, quoi. Donc ça permet d'avoir un retour et quand je me trompe, voilà, quand à un moment j'ai fait une reco du genre sur le papier, ça paraissait bien, en réalité, c'était vraiment pas bien. Donc voilà, je dis voilà, je me suis trompé, tel fait, et puis j'apprends, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on tente des trucs, on se trompe et voilà, et au moins tout est documenté. D'ailleurs, à titre perso, moi je n'ai pas accès au repository. C'est-à-dire que chaque fois que je vais faire une contribution au repository, je fais ce qu'on appelle dans GitHub une pull request, c'est-à-dire que je fais une contribution, je la soumets, elle est contrôlée par différents flows automatisés, et c'est Ricardo qui va revoir ce que j'ai marqué, qui va en même temps corriger mon anglais, parce que n'étant pas anglais natif, mon démon c'est les S, donc automatiquement il va corriger mon anglais, il va regarder ses mots, il va dire tiens, est-ce que tu pourrais pas regarder à une autre que j'ai vue? Super, je regarde et voilà, et à la fin, quand pour lui c'est ok, il fait valider, mais quelqu'un d'autre peut venir regarder, dire la paire et faire son commentaire. Donc en fait, il n'y a rien qui est fermé. Ricardo a les droits pour ce qu'on appelle comité sur le projet qui est sous la bannière, sous l'organisation WASP, mais tout le monde, tous les projets qu'on a sont tous publics, tout le monde qui a un compte GitHub peut venir ouvrir un ticket, faire un commentaire, valider une PR, mettre un commentaire ou dire cette paire-là était pas bonne. Il y a vraiment aucun souci. Et bien au contraire, en fait, on est vraiment attentif à ça, puisque je vais prendre un exemple. Il n'y a pas longtemps, on a fait une petite partie sur tout ce qui était cross-origin resource sharing, parce que en fait, indirectement, mon activité alimente aussi ce qu'on ajoute sur le site, parce que je me dis tiens, ça chez des équipes, je le vois pas souvent, ou je vois pas souvent cette en-tête-là. Tiens, si je le vois pas, c'est qu'il est peut-être pas trop connu, ou je le vois souvent avec des petites erreurs, tiens, c'est peut-être parce qu'il manque une information. Et je voyais dans mon activité pas mal d'erreurs sur tout ce qui était la configuration CORS, Cross-Origin Sharing. Je me dis, ce serait peut-être le moment de faire une petite section sur ça. Et Ricardo m'a conseillé le travail d'une personne qui s'appelle GOBS, qui fait un travail formidable sur Corse et sur des librairies. On a référencé son travail et la personne, parce que nous, c'est important de mettre en avant toutes les personnes qui produisent du contenu, on les référence et on référence les personnes et on les remercie. Donc voilà, on l'a référencé son travail, sa librairie et tout ça. Donc c'est vraiment. Donc voilà. Donc en termes pour répondre à la question, qui peut proposer? Alors, tout le monde je te dirais que l'anglais, c'est un problème depuis les origines du web, puisque le mot référeur, l'entête référeur, a toujours été mal orthographié et ça n'a jamais pu être corrigé. Et pour répondre à ta question, Johan, en fait, c'est les fabricants de navigateurs qui font les entêtes, via le W3C, etc. Et donc, en fait, la différence entre le WASP HTTP Secure Header Project et les fabricants de navigateurs, c'est un peu comme les gens qui font OpenSSL et les Cypher Suite recommandés quand tu mets en place du TLS sur un site web. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font les librairies, qui implémentent les algos, les concours du NIST, etc., qui disent on va faire de la crypto-elliptique, etc. Et ensuite, il y a des sites comme SSL Test et autres qui te donnent une note sur les suites que tu as choisies pour ton site web. Et ce serait plutôt, là, on se parlerait plutôt de la deuxième partie, c'est-à-dire quel est le fichier de configuration Apache qu'il faut que je mette sur mon serveur pour avoir les bonnes suites crypto. Tu peux faire la même chose. Quel est le fichier de configuration qu'il faut que je mette pour avoir les bons entêtes HTTP pour être à l'état de l'art aujourd'hui et parler à des navigateurs modernes, quoi. Tout à fait, et ça me fait rebondir sur une proposition qui a été faite par quelqu'un qui était géniale, c'est de dire, en fait, avant on avait tout dans du Markdown, et une fois une personne dit, mais où est-ce que vous avez le fichier JSON pour ça? Et je me suis dit, mais il a raison, en fait, je l'ai remercié, tu es génial, parce qu'en fait on n'avait pas ça. Donc en fait on a ajouté une fonctionnalité de dire voilà, maintenant dès qu'en fait on modifie, on corrige un header, on ajoute aussi un header qu'il faudrait retirer, on utilise à fond ce que GitHub nous met à disposition, c'est qu'on autogénère des fichiers JSON, donc des fichiers on va dire à but traitement informatique, pour permettre à des personnes qui intègrent, qui mettent en place des systèmes de pouvoir directement consommer ces flux-là qui sont sur Internet, pour vraiment configurer les headers comme ils vont, les entêtes comme il faut, sans forcément en utilisant un format purement informatique. Depuis quelques mois, on a aussi mis en place en fait certains entêtes qu'il faudrait supprimer parce qu'ils donnent de l'information. Donc ça, c'est une autre partie en fait. C'est aussi des entêtes
en-têtes qu'on voit, que ce soit dans notre activité professionnelle ou à titre perso, qu'on voit qui donnent des informations de version ou même en fait des noms de serveurs, on dit tiens, voilà, toutes ces headers-là. Alors on explique pourquoi, on dit voilà, là le nom du header, là l'exemple d'information, et là ce qu'il envoie comme information, ce serait bien de les retirer. Et ça aussi, c'est dans un fichier JSON qui contient tous les headers. Ainsi, les personnes peuvent également ajouter des en-têtes et également les retirer. Il y a un autre tête qui est très connu là-dessus, c'est le user agent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les navigateurs modernes mentent sur qui ils sont, voire on n'en voit plus du tout de version détaillée parce que les sites web s'adaptaient de manière trop précise à la version de navigateur qui arrivait et ça a posé plein de problèmes de dépendance croisée, d'interblocage entre le fait que les navigateurs ne pouvaient pas changer de version et le fait que les sites allaient servir des pages différentes pour certaines versions de navigateur, quoi. Et c'est vrai que dans mon activité, il y a également des en-têtes que je vois sur des produits assez spécifiques et je me dis tiens, je savais même pas que ça existait. Et ça me permet également de dire voilà, il y a la partie des en-têtes de sécurité, mais il y a également la partie qui peut donner de l'information. Donc en fait, on essaie vraiment on n'a qu'un seul objectif, c'est les en-têtes de sécurité. On fait que ça sur le projet. Et l'idée, c'est vraiment de donner tout ce qu'on peut comme matériel. Alors, c'est vraiment des choses qu'on oublie, qui peuvent aider à mettre en place ces en-têtes de sécurité ou que ce soit en ajouter et en retirer. Et vraiment que ce soit en fournissant de la documentation, des outils, mais également des outils on a un outil qu'on a mis en place qui est basé sur un outil qui a été développé par OVH qui s'appelle Venom, qui permet en fait, c'est un cas de test fonctionnel sur les en-têtes. C'est juste un fichier, je crois que c'est du YAML, et en fait ça contient toute la configuration pour dire voilà, on le lance et on voit si les en-têtes sont présents ou pas. Donc en fait il y a une autre chose qu'on a mis en place, c'est des statistiques. C'est Ricardo qui voulait mettre ça depuis pas mal de temps, et en fait tous les mois on prend les 200 000 premiers sites du Majestic et en fait on regarde tous les en-têtes qui sont retournés et on génère des statistiques en Markdown pour exemple il y a combien de sites qui utilisent le Clear Site Data et tout ça. C'est de la pure statistique et on met à disposition la petite base de données qu'on a créée et comme GitHub fournit des ressources gratuites pour générer tout ça, tout est auto-généré chaque mois, donc voilà, c'est vraiment le sujet des en-têtes, et c'est vrai que ça a été même un débat au niveau de la fondation puisqu'il y avait des personnes qui disaient mais pourquoi votre projet c'est pas juste une cheat sheet dans tel projet. Alors je dis oui, c'est vrai, mais nous on fournit pas que ça, on fait que ça en fait. Donc les en-têtes, c'est-à-dire que régulièrement on va regarder s'il n'y a pas des nouveaux en-têtes qui sortent, s'ils sont stabilisés, s'il n'y a pas des en-têtes qui sont dépréciés. Également s'il n'y a pas des en-têtes qui seraient bien de mettre en avant. Je prends un exemple, exemple le header cache control qui permet de contrôler le cache. Je me suis rendu compte récemment via mon activité professionnelle qu'il y avait pas mal de cas où c'était mal configuré. On a mis en fait à la roadmap 2024 de faire une section sur ça pour expliquer l'importance de bien spécifier au niveau du cache. Bon, on a bien compris que c'était important, c'était de communiquer sur votre travail et ce que vous étiez en train de faire. Est-ce que le projet est à la recherche de contributeurs, je sais pas, d'autres choses Je dirais que le projet est toujours à la recherche de personnes qui ont des idées, des remarques, qui voient des erreurs. Généralement, voilà, on prend tout ce que les personnes peuvent nous donner, que ce soit des remarques, des conseils. Il y a pas de constructif et pertinent. Oui, constructif. On a même un logo qu'on a fait faire par une personne, par un graphiste qui a fait parce que le logo est important. Je crois que c'est Nicolas qui disait ça. Une vulnérabilité est importante quand elle a un site web et un logo. Donc nous en fait, on fait un petit logo. Puis c'est surtout donc on est preneur de toute remarque, toute contribution. Tout est le bienvenu et il n'y a pas de critères d'entrée. Il y a juste on discute de tout et tout est transparent. Merci Dominique, ça semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter un mot de la fin, quel serait-il ? Je dirais que les navigateurs modernes sont des alliés en termes pour la sécurité des applications web dans la mesure où ils proposent de plus en plus de fonctionnalités de sécurité. Les en-têtes en font partie, ce sont des fonctionnalités parmi tant d'autres, donc c'est bien de savoir que ça existe. Après, c'est pas magique, ça n'arrêtera pas toutes les attaques, mais c'est bien de savoir que ça existe.
Oui, c'est bien que les développeurs s'en servent. Tout à fait. Et ne pas hésiter si le projet il manque des choses par rapport à votre cas de développement. Ne surtout pas hésiter à nous contacter. Vous serez bien accueillis, il n'y a pas de souci. On est totalement à votre écoute. Eh bien, Dominique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.